On a clairement un impact à la fois diplomatique et géopolitique dans tous les cas de attaques liées à des DDoS. Dans tout cela, l'intelligence artificielle va être finalement au cœur de l'ensemble de ces technologies. Aujourd'hui, on sait qu'on a une maturité cyber qui peut être différente d'un pays à un autre, mais on est capable de le faire, on l'a déjà fait dans d'autres secteurs d'activité, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je réduis ma surface d'attaque, donc j'ai moins de risques d'être attaqué. C'est pas est-ce que vous allez être attaqué, mais bien quand est-ce que vous allez être attaqué. Clairement, la stratégie, elle est simple, c'est accélérer. Dans un premier temps, on est sur un côté spectaculaire. Un objectif qui était très simple pour eux, c'était on va attaquer les pays de l'OTAN. Bonjour Julien Machin, je suis ravie de vous avoir avec nous sur notre émission L'Angle d'attaque. Alors Julien, vous êtes responsable Channel pour l'Europe du Sud de WithSecure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr, bonjour Yasmine, ravi d'être présent dans cette émission Angle d'attaque. Donc moi, Julien Machin, je travaille chez WithSecure depuis 8 ans maintenant. Et donc je suis en charge de la relation avec nos partenaires intégrateurs et MSSP pour l'Europe du Sud, donc qui reprend la France, l'Italie, l'Espagne et également l'Afrique francophone. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de cybermenaces. En tout cas, c'est la première question que je vais vous poser. Et avant de commencer, je voulais partager avec vous quelques chiffres, et notamment pour le public qui est en train de nous suivre. Donc, l'ENISA, qui est l'Agence européenne de cybersécurité, a constaté une hausse de 77% de DDoS liée à des acteurs étatiques en Europe. Ces attaques DDoS sont principalement menées par ce qu'on appelle des groupes activistes, donc avec des idéologies derrière. Et justement, ça m'amène à ma première question, c'est est-ce que la géopolitique devient quelque chose à penser, à imaginer lorsqu'on parle de lutte contre la cybermenace? Je pense clairement qu'aujourd'hui, on ne peut pas diviser ces deux points. Clairement, on voit différentes typologies de réponses à cela. On va avoir des cas qui vont être diplomatiques, géopolitiques, et j'ai plusieurs exemples qui peuvent justement répondre à ce besoin. On voit typiquement le 7 octobre 2023, on sait tout ce qui s'est passé, et qu'est-ce qu'on a pu voir? Claude Flair nous l'a annoncé. On a vu qu'il y a eu des attaques DDoS qui ont été 45 minutes après les premiers bombardements, où on a vu des requêtes sur le site qui permettaient justement aux civils de voir les bombardements qui ont été menés avec plus de 100 000 requêtes par seconde. Et cela a continué comme cela pendant plus d'une heure avec des requêtes et des requêtes qui ont été amenées. Donc ça a un impact clairement géopolitique, mais là sur un terrain de guerre. Ça, c'est un premier exemple où on voit vraiment que à la fois la technique, l'attaque terrestre et l'attaque cyber, finalement, sont de pair dans ce type de cas. Mais on voit également un impact diplomatique. En 2023, lorsqu'il y avait des votes au niveau Parlement européen sur des décisions à prendre concernant le conflit russo-ukrainien, on a vu des attaques DDoS coordonnées dans beaucoup de pays, d'agences administratives de différents pays qui allaient voter justement des lois à ce moment-là au Parlement européen sur ce conflit-là. Donc on a clairement un impact à la fois diplomatique et géopolitique dans tous les cas de attaques liées à du DDoS. Et est-ce qu'on peut peut-être redéfinir ce que c'est que les attaques DDoS pour le public qui nous suit et qui peut-être n'est pas complètement dans le cœur de la cybersécurité? Bien sûr, donc là, typiquement, si on reprend le premier exemple où on avait donc des requêtes qui étaient faites de manière vraiment immense, c'est-à-dire le fait de pouvoir finalement faire tomber un site, tout simplement, parce qu'il ne va pas supporter des requêtes nombreuses sur son site web et le site ne va plus être disponible et donc les informations nécessaires à l'utilisateur final ne vont plus être disponibles parce que le site sera tombé, parce qu'il y a eu trop d'attaques et le site n'est plus assez robuste pour maintenir autant de requêtes sur ce dernier. Et finalement, ça a un impact réputationnel, hein, parce que dans l'exemple que vous donniez, finalement, il n'y avait pas tout de suite de gain financier derrière, comme on peut se l'imaginer lorsqu'on pense à des cybercriminels. Là, on est vraiment sur quelque chose de réputationnel en termes d'image, hein. Complètement. Et justement, quels sont ces acteurs malveillants? Alors moi, je dirais qu'il y a 2 catégories. On va avoir, vraiment les groupes, avancés, type les groupes APT. On entend APT28, Cozy-Beer, Fancy-Beer, qui sont ici des groupes qui sont totalement, je dirais, sponsorisés finalement par des États. On sait très bien que APT28, APT29 sont sponsorisés par la Russie. Ça, c'est la première catégorie où là, ce sont des groupes qui sont vraiment organisés. Et on a une deuxième catégorie, les groupes dits d'activistes. On a vu par exemple émerger un groupe qui s'appelle la Holy League, où là, c'est une communication qui est un petit peu différente. C'est moins organisé en termes d'attaque, par contre, beaucoup de communication, du marketing carrément autour de ces groupes-là pour pouvoir montrer leur impact avec finalement un objectif qui était très simple pour eux. C'était on va attaquer les pays de l'OTAN. Voilà, c'est tout simple, c'est notre mission, c'est ça. Donc c'est
un peu moins organisés, mais très visibles. Donc on a ces deux différents groupes et en fonction, ils vont adapter aussi leur technique d'attaque pour pouvoir faire tomber derrière sur des risques soit politiques comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors des risques économiques. Et là, on va peut-être parler après d'autres types d'attaques que l'on a vu émerger ces dernières années. Alors justement, on parlait, un petit peu du DDoS, de sa définition, du fait que c'était surtout de l'image et de la réputation. Donc finalement, est-ce que c'est si perturbateur que ça, ou il s'agit vraiment de faire passer un message? Je pense que dans un premier temps, on est sur un côté spectaculaire, montrer que l'on a voulu faire tomber un site à un moment précis. Et donc effectivement, on peut se dire qu'à moyen long terme, l'impact est moindre. Cependant, il ne faut pas oublier que les conséquences sont simples. Premièrement, la réputation du site est entachée, obligatoirement. Et derrière, il y a des coûts de remédiation qui vont avoir lieu. Et donc, il va falloir, dans tous les cas, mettre en place des moyens pour réduire et éviter que ça se reproduise. Donc, il y a différentes échelles qui font que dans tous les cas, une attaque DDoS a un impact également directement sur la réputation et sur l'image de la société, mais pas que. Alors justement, est-ce qu'un ransomware, c'est une arme géopolitique? Parce que je sais que certains groupes cybercriminels, semblent en effet être liés à des États. Clairement, alors, sans aucun doute, on a clairement aujourd'hui des exemples, on a tous entendu parler de Lockbit, de Conti par exemple, qui sont clairement, affiliés à des États comme la Russie. D'ailleurs, Conti l'avait, publiquement, annoncé soutenir, la Russie et donc si on reprend le cas du ransomware qui est souvent utilisé par ces groupes d'activistes, donc le ransomware, je rappelle, est un malware, un programme malveillant qui est utilisé à des fins de pouvoir, dans un premier temps, chiffrer la donnée de l'entreprise et donc pour pouvoir récupérer cela, avoir une rançon, souvent en crypto-monnaie, qui est demandée. Et donc finalement, on rentre dans un cercle où ce groupe d'activistes donc va faire cette demande de rançon, et finalement, si elle est payée par l'entreprise, cette rançon va avoir un impact directement étatique parce qu'elle va permettre de financer directement l'État pour des actions après autres qui seront faites par la suite. Donc on a clairement un lien de cause à effet entre le ransomware étatique et des groupes d'activistes aujourd'hui. Donc finalement, la cybersécurité, ça devient éminemment géopolitique, hein. On est sur un espace de guerre numérique. Complètement. Alors, j'aimerais qu'on parle cette fois-ci de réglementation. Donc, l'Europe, c'est aussi de la réglementation. On a les directives et règlements de cybersécurité, je pense notamment à Nice 2. Mmh. Cette directive vise à protéger les secteurs critiques en créant des obligations en termes de cybersécurité pour de nombreuses entreprises. Sauf que ce texte, justement, supposé harmoniser les règles européennes, a créé une fragmentation de terrain puisqu'elle doit, après, finalement, être transposée différemment en fonction du pays. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui était prévisible? Je pense que vu comme était faite finalement cette réglementation avec cette notion de devoir la transposer, au niveau de chaque pays membre, allait obligatoirement avoir des conséquences et les conséquences, la première qui a eu lieu, c'était, ce délai, de mise en application dans les différents pays. Pourquoi ça? Je pense que c'est assez simple. Aujourd'hui, on sait qu'on a une maturité cyber qui peut être différente d'un pays à un autre. On peut avoir également une notion de risque qui va être différente et donc on a pu voir que dans la transposition, on a eu, des différences et des divergences qui ont été faites et donc l'ANSSI a dû appliquer un petit peu ce côté souveraineté plus nationale finalement, dans cette réglementation pour pouvoir l'appliquer. Un exemple très concret, l'ANSSI et la France, a prévu d'intégrer dans les opérateurs essentiels, donc ces entreprises qui sont concernées par la mise en conformité de cette réglementation, d'intégrer les universités, les collectivités locales. L'Allemagne n'a pas du tout prévu cela et tout simplement derrière, on sait évidemment qu'une collectivité locale, quand elle va voir la liste de «courses» entre guillemets qu'il y a, sur la mise en place et la mise en finalement en réglementation au niveau NIS 2, ça va être beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc il va falloir mettre des moyens plus importants pour aider cela. Donc je pense que oui, c'était prévisible, que, derrière, il y allait avoir des écarts et des différences dans la mise à disposition de cette réglementation. Alors, quand on est une entreprise européenne, WithSecure en est une, est-ce que c'est pas compliqué finalement de devoir s'adapter à l'ensemble des spécificités par pays, lorsqu'il s'agit, d'une réglementation ou de l'application de NIS2 par exemple? Alors oui, c'est compliqué, cependant ça fait partie de notre ADN. Nous, WithSecure, ça fait plus de 35 ans qu'on existe, qu'on est présent
majoritairement justement sur le territoire européen. On a également la chance d'avoir un membre permanent de l'ENISA, Paolo Palombo, qui est notre responsable de la recherche chez WeFsecure, qui fait partie des 28 directeurs de recherche pour conseiller le directeur de l'ENISA justement dans la mise en application de règles au niveau européen. Donc ça, c'est vraiment un atout, je pense, pour pouvoir aussi influencer finalement les retours d'une société comme la nôtre à cette vision européenne pour tout le monde. Et aussi derrière, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de pouvoir adapter finalement à une échelle plus locale, plus au niveau pays, les différents besoins. C'est pourquoi nous, WeFsecure en France, on travaille avec l'ANSSI, l'Allemagne travaille avec le BSI, l'Italie travaille avec l'ACN, pour pouvoir justement avoir ce côté affinage, j'ai envie de dire, au niveau local, pour essayer de se rapprocher de ces exigences en termes de souveraineté nationale, en plus de cette gouvernance européenne. Et est-ce qu'une directive comme NIS 2 va permettre de faire émerger des champions européens ou c'est absolument pas l'objectif? Je pense que, à la base, ce n'est pas l'objectif. L'objectif de Nice 2, c'est quand même de créer un standard européen et de pouvoir justement harmoniser et aider à harmoniser et d'avoir finalement plus une résilience finalement au niveau des entreprises qui puissent se généraliser et qui puissent se mettre en application. Je pense qu'on a des acteurs évidemment européens ou français comme nous, comme Sequoia ou d'autres qui vont pouvoir sortir un petit peu du lot. Mais je pense que c'est pas le but finalement de cela. C'est pas un but économique. On est plus vraiment dans le cadre d'avoir un standard et d'aider. Et clairement, je pense qu'aujourd'hui, aucune entreprise n'est capable de dire j'ai la réponse totale à Nice 2, je suis capable de pouvoir répondre dans sa globalité à cette réglementation pour une entreprise. Je pense que ce serait un petit peu présomptueux de dire qu'on est capable de le faire. Et justement, quand il s'agit par exemple des petites et moyennes entreprises ou du mid-market, est-ce qu'elles ont aujourd'hui les armes nécessaires? Est-ce qu'elles ont les outils pour faire face à une réglementation qui soit complexe comme celle de NIS 2? C'est là que justement, il est important de pouvoir à la fois lier des éditeurs comme nous, de solutions qui vont pouvoir justement, avec une partie de leur portfolio, peut-être répondre finalement à une partie du besoin. On est capable aujourd'hui, avec le référentiel ANSSI, de pouvoir identifier quel éditeur est capable de répondre à quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, quel est finalement le moyen le plus important, et nous, c'est comme ça que l'on voit la chose, c'est qu'en France, on a la chance d'avoir des sociétés, des intégrateurs, des MSSP, des sociétés qui sont vraiment spécialistes de la cybersécurité et qui sont finalement encore plus au contact des clients finaux que nous, éditeurs, qui vont justement, eux, avoir ce pouvoir de pouvoir centraliser, de pouvoir aider et de pouvoir donner justement les pistes, ne serait-ce que de pouvoir dire à une PME, oui, vous êtes opérateur essentiel. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore capable de le savoir s'ils font partie des entreprises qui sont intégrées dans ces réglementations. Donc je pense qu'il est vraiment important de coordonner à la fois les éditeurs grâce à ces partenaires sur le terrain pour pouvoir justement aider à prêcher la bonne parole et à aider surtout les entreprises à se mettre en conformité. Est-ce que vous pensez que les petites et moyennes entreprises ont conscience qu'elles sont des cibles pour les cybercriminels ou c'est pas encore quelque chose qu'elles ont intégré? J'espère qu'elles le sont de plus en plus. Je l'espère. Je pense qu'aujourd'hui, on a une expérience et une visibilité dans la cybersécurité qui est de plus en plus importante et présente et donc qui permet, vraiment de donner, à la personne qui est derrière sa télé, aux 20 heures de voir des exemples d'attaques cyber qui existent. Donc je pense que c'est vraiment important. L'ANSSI nous disait que 40 des attaques visent encore les PME aujourd'hui et donc clairement, la question, et c'est toujours ce que l'on dit lorsqu'on est dans une phase d'éducation, de sensibilisation aux entreprises, c'est pas est-ce que vous allez être attaqué, mais bien quand est-ce que vous allez être attaqué. Et donc, on se doit de continuer à les aider dans l'éducation, la sensibilisation. La conformité nous aide aussi là-dessus parce que ça nous permet justement d'avoir un standard et d'harmoniser. Mais évidemment, l'exemple et donc ce qu'il passe sur le terrain et qui est aujourd'hui de plus en plus visible, pas que sur des médias spécifiques ou des médias dédiés à la cyber et à l'IT vont vraiment aider tout le monde à comprendre qu'ils sont de potentielles cibles d'attaquants. Alors, je comprends qu'il y a une actualité avec WeSecure, puisqu'elle vient de finaliser son rachat par un consortium mené par CVC Capital, donc avec plus de 90%. Quelle est la stratégie derrière ce rachat?
Alors la stratégie est très simple. Je vous remercie de me poser la question parce que je pense qu'il est toujours important d'expliquer à nos entreprises clientes, nos partenaires, l'actualité liée à ce type d'opération. Donc CVC effectivement, qui est une société européenne, a investi dans la société et donc a racheté, la société pour pouvoir avoir un but très simple: sortir, de la difficulté, de la complexité, des marchés, et donc délister l'entreprise d'un marché pour pouvoir passer sous un fonds privé et donc clairement la stratégie elle est simple, c'est accélérer. Accélérer sur la partie recherche et développement, donc sur le fait de pouvoir avoir des solutions qui sont de plus en plus en adéquation avec les besoins du marché et je pense qu'on a vraiment besoin de travailler encore tous pour pouvoir accélérer parce que les attaquants n'attendent pas. Mais également, avec un objectif qui est très simple, c'est de faire de WeaveSecure un acteur majeur et incontournable européen dans la cybersécurité. C'est leur volonté, et c'est pour ça que nous sommes très enthousiastes justement, à ce rachat pour pouvoir, derrière, accélérer, avoir une stratégie commerciale, technique et marketing alignée sur cette notion, de société européenne leader sur le marché de la cybersécurité. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'en Europe, on a les fonds nécessaires pour pouvoir faire émerger des pépites? Je pense notamment à des chiffres quand même assez hallucinants. Google qui rachète Wiz à 32 milliards de dollars, Palo Alto qui rachète CyberArk à 25 milliards de dollars. Bon, ça fait des chiffres faramineux. Est-ce qu'en Europe, on a des moyens qui nous permettraient potentiellement justement de faire émerger ce genre de géants? Alors clairement, si on se met sur un référentiel et qu'on essaie de se comparer à des rachats de ce type, comme vous venez de citer, effectivement, on joue pas dans la même cour aujourd'hui. On voit clairement que ces rachats de grosses entreprises, vont aussi avoir cet effet de rationaliser les acteurs. On est quand même sur un marché où on a un nombre d'acteurs qui est, de plus en plus important. Donc effectivement, aujourd'hui, on voit que les marchés, sont aujourd'hui et c'est pour ça que des fonds d'investissement comme CVC sur des rachats comme ils font sur notre société, on voit qu'il y a finalement un intérêt à aller créer des champions européens ou français. On voit BPI France, Euraseo aussi, qui sont des fonds qui investissent de plus en plus dans la French Tech, à créer ces champions. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, on a encore un retard. Et si je dois prendre un petit peu de hauteur, je pense qu'on en est capable. En tout cas, en Europe, on est capable de créer des champions. On prend un exemple d'Airbus, tout simplement. Airbus est un champion européen dans son secteur d'activité. Aujourd'hui, on n'a pas encore été capable vraiment d'avoir un cloud européen ou un cloud national qui va pouvoir avoir la force de rivaliser avec les grands clouds américains. On a vu l'exemple c'était il y a 2 ans, je crois, lorsque la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé que, bah oui, pour nos solutions pour héberger nos données de santé, on a fait le choix de Microsoft, Ouais. mais en fait, on n'avait pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, on a envie d'y aller, mais il faut être pragmatique. On n'a pas encore les moyens de le faire ou alors on ne se donne pas encore assez les moyens de le faire, mais on est capable de le faire. On l'a déjà fait dans d'autres secteurs d'activité, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors toujours sur le se donner les moyens de faire, est-ce qu'on a les moyens, finalement aujourd'hui de donner, les meilleurs salaires à nos meilleurs cerveaux? Parce que c'est vrai que quand on compare un peu les salaires des ingénieurs aux États-Unis et en France, bah, il y a quand même un écart assez important, notamment pour les chercheurs aussi. Et puis finalement, quand on regarde un peu plus proche ceux qui sont en train de faire la tech aux États-Unis, bah, parfois c'est des cerveaux français. Donc est-ce qu'on a les moyens de les payer nous, nos ingénieurs? C'est pas évident, effectivement. Je pense qu'il faut savoir être inventif aussi, dans les entreprises. Évidemment, le salaire est quelque chose qui est important. Je pense que lorsqu'on a eu besoin, on a vu, il y a des sociétés qui ont réussi. On a de très belles sociétés de French Tech qui arrivent à garder aujourd'hui, des talents, des vrais talents cyber pour pouvoir justement avancer. Maintenant, évidemment, on sait que c'est pas suffisant. Nous, chez WeaveSecure, on a eu, cette idée de pouvoir se dire qu'on a une culture européenne, une culture nordique aussi, qui est peut-être encore un cran au-dessus, peut-être par rapport à ce qu'on peut trouver en France, où on va avoir cette culture à la fois, effectivement, du salaire, mais également, je dirais un petit peu la balance aussi entre, ce que l'on a envie de faire, entre le personnel, entre le professionnel, la vie et cetera et donc d'avoir un package un petit peu complet pour expliquer, bah, il n'y a pas que le salaire qui compte, il y a aussi la manière et aussi derrière le rôle que l'on veut avoir dans cet écosystème. Si c'est un rôle d'être chez un acteur, effectivement, leader de son marché et d'être, là pour développer, pour avancer, ça a un impact, gagner de l'argent, ça a un impact. Mais est-ce que je ne devais pas avoir peut-être un plus gros impact
à la fois dans ma société, mais aussi dans mon écosystème européen, si je suis moi, la personne qui a aidé à créer, ce fameux cloud européen dont on a besoin. Donc il y a tout cela qu'on doit aussi, je pense, mettre en exergue pour pouvoir, dire derrière: «Mais oui, clairement, il faut être inventif, pour pouvoir, créer des packages qui donnent envie à nos ingénieurs de rester avec nous». Alors, j'aimerais finir cette interview sur le thème de la technologie et un peu plus de perspective. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Typiquement, les solutions de cybersécurité sont variées, mais selon vous, quelles vont être les solutions à surveiller, les solutions d'avenir? Je pense à l'IAM, le DR, le CIEM, le digital twin. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors je pense qu'il faut déjà clairement, il faut pas oublier dans tout cela, l'intelligence artificielle va être finalement, au cœur de l'ensemble de ces technologies. Tout simplement parce que la data aujourd'hui est de plus en plus importante, elle est difficile à manager et un homme n'est clairement pas en mesure aujourd'hui, de gérer cela. Donc il faut garder cela sur la partie à la fois IA défensive et donc faire surtout très attention à l'IA offensive qui peut avoir lieu, à part. Derrière, je pense que clairement, il faut pas oublier tout ce qui est lié aux notions d'identité, car clairement, on le voit sur les attaques, la plupart du temps, dans 80 des cas, c'est un vol de données, un vol de credentials qui a été à l'origine de vraiment l'attaque dans sa globalité. Donc toutes les solutions d'IAM doivent aujourd'hui, rester, clairement dans le viseur. Mais je pense qu'il faut aussi changer un peu plus le braquet. Là, on parle beaucoup de réactifs. Je pense qu'il faut de plus en plus, et ça reste encore vraiment quelque chose qu'il faut, continuer à évoquer dans l'éducation, sur le proactif et comment justement, éviter, d'être potentiellement bréché et donc d'être attaqué. Et donc on a toutes les notions de CTEM, d'exposure management qui sont là, justement, qui vont avoir cette visibilité en amont du système d'information dans sa globalité, avec un but qui est simple: je réduis ma surface d'attaque, donc j'ai moins de risques d'être attaqué. Et donc derrière, les solutions de réponse et réactives auront un petit peu moins de boulot, j'ai envie de dire. Et donc je pense qu'il faut vraiment garder, ça à l'esprit, que tout ce qui est lié au proactif est vraiment pour le futur très, très important. Et justement, quelles sont les solutions sur lesquelles WeSecure mise? Justement, on a essayé de combiner tout cela, pour essayer de répondre justement aux besoins du marché, et ce sont des études que l'on voit, hein. On va suivre toujours les études de Gartner, les Peer Insights qui vont donner un petit peu les choix, quelles sont les solutions un petit peu dont les clients et les entreprises ont besoin. Nous, on a misé sur une notion de, centralisation. C'est-à-dire, je vais avoir donc un XDR, hein, X, donc X qui veut dire finalement d'avoir plusieurs sources d'informations, pour pouvoir analyser, mais tout cela toujours combiné à l'humain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va associer du service éditeur, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, grâce à nos MSSP et nos intégrateurs qui vont avoir la possibilité, eux, de centraliser toute cette partie technologique, au sein de leur société, et donc de créer des services, pour aider, parce qu'on l'a redit encore et on le redira toujours, les entreprises, les clients finaux, que ce soit dans les PME, le mid-market, n'ont pas les moyens humains et financiers de pouvoir, répondre et de pouvoir gérer toutes ces technologies. Donc le partenaire a vraiment intérêt, aujourd'hui, à grandir là-dessus, et également sur la partie, exposition. Nous, on a une solution d'exposure management qui est justement, dédiée à cela et qui va être combinée à cette notion d'XDR. Donc on va pouvoir justement avoir cette visibilité proactive et derrière le lier directement au réactif. Et je pense il y a eu une grosse évolution au niveau de ces solutions. On entendait parler il y a quelques années de scanner de vulnérabilité, de management des vulnérabilités. Et en fait, on avait une vision qui était, finalement assez basique, une vision en liste. J'ai ma liste de vulnérabilités et puis, moi, je suis admin et puis, je vais les prendre une par une et puis allez, celle-là, elle est en rouge, je vais la traiter en premier. Finalement, les attaquants, eux, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnaient. Les attaquants fonctionnent par des chaînes d'attaque avec des groupes, on les connaît grâce au Mitre Attack qui référence, les méthodes qui sont utilisées. Et donc avec des solutions comme Exposure Management, on a finalement associé à la fois cette visibilité de la vulnérabilité, où sont mes portes dérobées finalement dans mon entreprise, mais on l'a fait pointer justement sur les chaînes d'attaque les plus connues pour pouvoir aller prioriser au plus vite et ne plus avoir une réflexion en liste, mais bien sur un schéma d'attaque complet. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on arrive à avoir une proactivité beaucoup plus importante, on va pouvoir gagner du temps, en tout cas face aux attaquants.
Et on arrive à la fin de cette émission. Julien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je remercie également le public qui nous a suivis. C'était l'émission L'Angle d'attaque, l'émission Business, Stratégie et Cybersécurité de Risque Intelmédia. Et puis aujourd'hui, nous étions en partenariat avec WithSecure. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker. Et si vous voulez en savoir plus sur Julien Machin ou sur WithSecure, vous pouvez les retrouver bien évidemment sur LinkedIn et sur le site internet. Merci beaucoup.